Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet de mathématiques, les bases de l'algèbre linéaire avec les espaces vectoriels. Son enseignement se fait au début des études supérieures et des chercheurs ont constaté que ce domaine est mal compris et assimilé par les étudiants. Ici, je vais m'atteler à détailler les différentes bases de cette branche des mathématiques dans le but de la clarifier et ainsi faire émerger les principes de telle sorte que vous compreniez les concepts et l'utilité de cette théorie. Vous pouvez trouver et télécharger les notes utilisées dans la description ci-dessous. Si à la fin de son visionnage, cette vidéo vous a plu ou vous a aidé, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne pour être averti des nouvelles vidéos. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à ajouter des commentaires. Débutons par les difficultés d'apprentissage et de compréhension. Tout d'abord, les vraies raisons qui ont amené ce domaine à émerger ne sont jamais vraiment enseignées, elles restent sous-entendues et du coup cela contribue à décorréler les principes de cette théorie des domaines dans lesquels elle va être utilisée. Le deuxième point est que le formalisme n'est pas forcément évident au premier abord, il y a beaucoup d'abstractions et c'est complètement différent de ce que nous avons l'habitude d'utiliser dans le secondaire. Par exemple, on travaille sur des ensembles et des opérations d'une manière générale, sans cibler un ensemble et une opération en particulier. En un mot, le côté abstrait rend la théorie plus difficile à appréhender. Et le dernier point, la démarche axiomatique combinée à l'abstraction n'est pas simple et pas toujours bien expliquée. Le fait que les axiomes, c'est-à-dire les propositions de départ, ils sont très abstraits, accentuent la difficulté. Nous pouvons noter qu'au début du XXe siècle, il s'est produit un changement complet dans les mathématiques contemporaines, où l'abstraction a pris une place très importante. C'est une approche qui commence à être étudiée à partir des études supérieures, et les élèves ont parfois du mal à en voir la finalité. Abordons maintenant la grande idée derrière l'algèbre linéaire. Elle est commune avec celle de l'algèbre moderne d'une manière générale, notamment pour les structures algébriques de base telles que les groupes et les corps. Il s'agit de rapprocher des méthodes de calcul qui sont présentes dans différents domaines et d'essayer de dégager des idées qui sont communes afin d'en faire une théorie globale. En conséquence, l'approche évite de traiter au cas par cas des théories et des domaines qui se comportent au final de la même manière. Donc, avec cette approche, les particularités vont être omises dans un premier temps pour se concentrer sur ce qui est commun. Les particularités seront réintroduites par la suite quand les théories en particulier seront ciblées. Notons que souvent il y a des utilisations de règles de calcul qui sont communes sans même s'en rendre compte vraiment, et ce dans différents domaines, mais le constat est que ce sont la plupart du temps des combinaisons linéaires. En un mot, une combinaison linéaire correspond à une expression qui est construite à partir d'un ensemble de termes, en multipliant chaque terme par une constante et en ajoutant les résultats. Par exemple, une combinaison linéaire de x et de y est de la forme ax plus by, où a et b sont des constantes. La figure illustre cette approche, nous y trouvons plusieurs théories, et les fonctionnements similaires sont identifiés afin de les traiter dans une théorie à un plus haut niveau. Le travail est ensuite réalisé sur cette dernière, et les résultats obtenus sont répercutés ensuite dans les différentes théories. Je poursuis en vous rappelant la notion de vecteurs tels qu'ils sont décrits dans les études secondaires. En fait, l'espace géométrique utilisé y est l'espace géométrique réel. Il correspond à un espace affine qui peut contenir des points et qui intègre également la notion de distance entre ces derniers. Donc, comment est-ce qu'est défini un vecteur dans le contexte de la géométrie? Un vecteur est caractérisé par trois données principales. La première, sa direction, c'est-à-dire la direction de la droite qui le porte. Ensuite, le sens. En effet, sur cette droite, il est orienté soit d'un côté, soit de l'autre. Ce sens est représenté par une flèche qui va de l'origine du vecteur, le point où il s'applique, vers cette flèche. Enfin, la norme qui correspond à la longueur du segment représentant le vecteur. Cela signifie que si les trois caractéristiques de deux vecteurs sont égales, alors ils sont égaux. Précisons qu'à ce niveau, l'origine n'entre pas en jeu. Nous pouvons avoir deux vecteurs égaux qui ne partent pas du même point et sont alors positionnés à différents endroits. Maintenant, parlons des coordonnées des vecteurs. Sur le plan, il s'agit de deux nombres, tandis que dans un espace à trois dimensions, c'est un triplet, c'est-à-dire trois nombres. Dans le plan, ces derniers sont définis de la manière suivante. Pour un vecteur délimité par deux points, ils correspondent aux déplacements qui doivent être effectués sur les axes des abscisses et des ordonnées pour aller de l'un à l'autre. Dans mon exemple, il faut se déplacer de 3 graduations en horizontale, axe des abscisses, et de 4 en verticale, axe des ordonnées. Par convention, le nombre relatif à l'abscisse est mis en premier et celui de l'ordonnée en second. Donc le vecteur est associé ici au couple 3,4.
Des opérations peuvent être utilisées avec des vecteurs. La première, l'addition, elle additionne deux vecteurs pour en obtenir un troisième. Celle-ci se fait en se basant sur la règle du parallélogramme, comme sur la figure. Concrètement, cela correspond à additionner les coordonnées des deux vecteurs, les abscisses entre elles, et de même pour les ordonnées. Un vecteur peut également être étiré ou rétréci, ce qui correspond à la multiplication par un nombre. Cela signifie que les deux premières propriétés, direction et sens, restent identiques. La norme, elle, change. C'est cette dernière qui est multipliée par le nombre. Dans l'exemple, la norme est multipliée par 2. La notion de translation d'un point est définie par l'intermédiaire de vecteurs. C'est-à-dire qu'à partir d'un point A, nous utilisons un vecteur pour déterminer le point B, résultat de la translation. Donc la translation du point A au point B est caractérisée par un vecteur. Étudions maintenant la notion de distance euclidienne ou norme. Elle correspond à une distance à vol d'oiseau entre deux points. La norme d'un vecteur est la distance entre les deux points qui le délimitent. Pour la calculer, nous utilisons ces coordonnées et appliquons la formule de la distance euclidienne qui consiste à additionner les carrés des coordonnées et à prendre ensuite la racine carrée du résultat. Dans notre exemple, nous avons les coordonnées 3 et 4, donc la norme est la racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré, soit la valeur 5. Rentrons maintenant un peu plus dans le sujet avec ce qu'on appelle le comportement intrinsèque. Nous avons vu précédemment que l'on peut faire la somme de deux vecteurs et que le résultat obtenu est un troisième vecteur. Pour calculer ce dernier, nous nous sommes basés sur les coordonnées des vecteurs. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que cette somme ne dépend pas du système de coordonnées choisi, et donc de leurs coordonnées. C'est-à-dire que si, comme à gauche, nous prenons un repère orthonormé, nous avons certaines coordonnées pour les vecteurs dans celui-ci, et lorsque nous faisons la somme de ces deux vecteurs, nous en obtenons un autre possédant certaines coordonnées. Si nous choisissons le repère de droite, qui est différent du premier et notamment pas orthonormé, nous avons d'autres coordonnées pour les deux premiers vecteurs, mais le vecteur résultat de leur addition a les mêmes coordonnées que dans le précédent repère. Donc nous voyons clairement que nous pouvons définir l'addition de deux vecteurs indépendamment du système de coordonnées. Seule l'origine compte, il faut que les vecteurs soient pris à partir de l'origine pour que cela s'applique. Ce comportement est appelé intrinsèque puisqu'il est indépendant des repères, ou bases pour les espaces vectoriels, et des coordonnées. Du coup, nous verrons par la suite que les vecteurs seront définis sans cette notion de coordonnées. Parlons de la notion de généralisation. Nous avons vu que les vecteurs sont liés à la géométrie dans le secondaire. Ils ont un sens, une direction, une norme et peuvent s'appliquer à un ou plusieurs points. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a d'autres types d'objets mathématiques qui vont se comporter de la même manière, et ce, sans forcément être liés à des aspects géométriques. Par exemple, si nous prenons un ensemble de suites, tel qu'un terme soit égal à la somme des deux termes précédents, l'exemple célèbre de ce type de suite est la suite de Fibonacci, nous voyons assez facilement que les deux premières valeurs vont déterminer la suite. Ainsi, nous retombons sur un système avec un couple de valeurs. De plus, il est possible d'additionner ces suites et de les multiplier par un nombre, ce qui donnera une suite du même type. Voilà un autre exemple. Les fonctions qui sont deux fois dérivables, dont la dérivée seconde est continue, est telle que la somme de la fonction et de sa dérivée seconde soit nulle. Si je fais un parallèle avec la physique, ce type de système correspond à des systèmes oscillants, tels que des objets attachés à un ressort. Dans ce cas, le lien est moins évident, mais il est possible de démontrer, en fait, que ces fonctions sont déterminées par les valeurs de f en 0 et de la dérivée de f en 0. C'est assez clair avec le système oscillant, car nous voyons bien qu'il est déterminé par sa position et sa vitesse initiale, qui vont déterminer complètement le mouvement. Comme pour les suites, ces fonctions peuvent être additionnées entre elles et multipliées par un nombre. Le résultat correspond toujours à une fonction du même type. Nous remarquons des points communs à ces trois types d'objets mathématiques. Tout d'abord, ils sont stables par combinaison linéaire. Si nous considérons l'ensemble des vecteurs géométriques, celui des fonctions et celui des suites, et que nous combinons des éléments de ces ensembles, le résultat est dans le même ensemble. De plus, chaque élément de l'ensemble est déterminé par deux valeurs, ces dernières permettant d'identifier complètement les éléments. Ces derniers peuvent s'écrire de façon unique comme une combinaison linéaire de deux autres éléments de l'ensemble. En conclusion, ils fonctionnent tous de la même manière et sont alors isomorphes à quelque chose de plus général qui est appelé les espaces vectoriels. Le concept d'isomorphisme est ici très important car il indique bien le lien très fort entre les comportements des objets vus précédemment et cette théorie générale.
Les espaces vectoriels correspondent réellement à la généralisation d'un comportement similaire sur différents domaines. Remarquons que ces derniers n'ont pas forcément attrait à la géométrie, ils peuvent être très différents puisque nous avons vu précédemment des objets géométriques, des suites et des fonctions. Mais leur comportement reste toujours le même, donc il est possible de le généraliser dans une théorie qui sera alors de plus haut niveau. Cette théorie, ce sont les espaces vectoriels. Cette dernière va permettre de déterminer des résultats qui vont s'appliquer à tous les ensembles qui sont isomorphes à un espace vectoriel. L'idée est de démontrer une seule fois les résultats, d'établir les théorèmes correspondants, et ensuite tous les ensembles isomorphes vont bénéficier de ce résultat sans avoir à les redémontrer. Cela permet de prendre de la hauteur, de généraliser les choses et de les démontrer à un plus haut niveau, mettant en œuvre une sorte de fabrique de théorèmes. C'est une théorie abstraite qui fournit une autre axiomatique pour décrire les systèmes linéaires et la géométrie en les combinant avec les espaces affines. Elle s'intègre véritablement dans les mathématiques modernes qui prônent ces approches abstraites. Elle est par contre plus générale et permet ainsi d'aller beaucoup plus loin. Nous pouvons faire le parallèle avec la physique et plus précisément la mécanique newtonienne, cette dernière décrivant les mouvements des objets, mais pour traiter des systèmes plus complexes, elle atteint ses limites. Par exemple, en mécanique céleste, elle est capable de déterminer les mouvements keplériens des astres sous forme d'ellipse. Par contre, elle ne permet pas de calculer les mouvements perturbés, mouvements à plus de deux corps. Dans ce cas, une autre théorie, la mécanique analytique avec le Lagrangien, est à privilégier car elle rend possible la description de systèmes beaucoup plus avancés. Nous constatons quelque chose de similaire au niveau des espaces vectoriels qui permettent d'aller au-delà de la géométrie classique avec des géométries abstraites. Les espaces vectoriels sont également plus modulaires que la géométrie classique par l'utilisation de différents ensembles de nombres, divers produits scalaires pour les distances, etc. En un mot, ils se basent sur des ensembles d'une manière générale et non pas sur des ensembles spécifiques. Nous pouvons utiliser par exemple les nombres réels ou complexes, mais tout ce qui a été démontré n'est jamais lié à l'un ou à l'autre de ces ensembles. C'est la même chose au niveau des produits scalaires pour définir les distances. Il est possible de les définir en fonction de nos besoins, mais les démonstrations ne sont pas liées à un produit scalaire en particulier. Prenons l'exemple de l'approche géométrique de la relativité restreinte, où un produit scalaire spécifique est défini car le produit scalaire euclidien ne donne pas une valeur invariante par changement de référentiel. De plus, les espaces vectoriels offrent une interprétation dite géométrique des théories en physique qui est basée sur un assemblage de ces entités abstraites, la plus célèbre étant la physique quantique avec les espaces de Hilbert, des espaces vectoriels complets sur le corps des nombres complexes. Abordons maintenant la définition intrinsèque des espaces vectoriels. Un espace vectoriel E sur un corps K est un ensemble muni de deux opérations qui lui confèrent une structure. La première, une loi de composition interne plus, appelée addition ou somme vectorielle, celle dont on a parlé précédemment, elle additionne deux vecteurs afin d'en obtenir un troisième. La seconde, une loi de composition externe à gauche, point, appelée multiplication par un scalaire, c'est-à-dire un nombre, qui va prendre un élément de K et un élément de E afin de donner un autre vecteur. Avec ces deux opérations, nous restons dans l'ensemble E. Ce dernier est donc stable par combinaison linéaire, c'est-à-dire l'utilisation conjointe de ces deux opérations. De plus, E avec l'addition de vecteurs est un groupe abélien, c'est-à-dire que l'opération est associative, il y a un élément neutre et chaque élément possède un élément inverse. Abélien signifie que l'opération est également commutative, c'est-à-dire que faire l'addition de deux vecteurs dans un sens ou dans l'autre ne change pas le résultat. Revenons sur la stabilité des espaces vectoriels, une de leurs grandes caractéristiques. Nous restons toujours dans le même ensemble E en utilisant les opérations. C'est une caractéristique très importante car cela détermine si, par exemple, ce type d'espace est approprié pour servir de base à des théories physiques. Nous pouvons prendre comme exemple la physique quantique. Quelques remarques suite à cette définition. À ce niveau, il n'y a pas de notion de coordonnées du fait de l'aspect intrinsèque de cette dernière. Elle ne dépend pas d'une base particulière, l'équivalent des repères de tout à l'heure. Souvenez-vous que l'addition ne dépend pas des repères choisis. À ce niveau, la notion de norme et de distance n'est pas présente. Nous la retrouverons par la suite et sera liée au concept de produit scalaire. Elle est indépendante de la géométrie euclidienne car elle est complètement abstraite. Plus tard, les concepts de la géométrie de ce type seront redéfinis par l'ajout des espaces affines, ces derniers utilisant les espaces vectoriels. Soulignons à nouveau le côté intrinsèque de cette définition qui est fondamental pour déterminer si les espaces vectoriels sont appropriés pour une théorie. En physique quantique, Dirac, un de ses pères fondateurs, disait que le principe de superposition était la chose la plus importante. Si nous avons deux états du système, un état 1 et un état 2, alors l'état 1 plus 2 en est également un état possible. Cela correspond exactement à la définition des espaces vectoriels.
Par conséquent, les espaces vectoriels sont particulièrement adaptés pour construire cette théorie et vont servir de base, notamment dans le formalisme de Dirac. En résumé, je vous ai exposé les bases de l'algèbre linéaire. J'espère que mes explications vous auront permis de mieux cerner ce domaine tout en apportant un éclairage différent sur ce sujet. Les espaces vectoriels se retrouvent dans de nombreux domaines, notamment en physique, et bien les comprendre vous permettra de plus facilement entrer dans des théories telles que la physique quantique. Dans les prochaines vidéos de cette série, j'irai plus loin, puisque j'aborderai successivement les notions de base et de produits scalaires, les applications linéaires et leurs représentations, les matrices, la dualité et enfin les vecteurs et valeurs propres. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne pour être averti de nouvelles vidéos. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à ajouter des commentaires.